Entretien avec un extraterrestre de Lawrence R. Spencer et Matilda O'Donnell McElroy. Partie 4. Thème abordé dans cette partie. Chapitre 5. Leçon de lecture. Chapitre 6. Mon éducation commence. Chapitre 5. Leçon de lecture. Note personnelle de Matilda O'Donnell McElroy. Je commençais les leçons de lecture par les premières pages d'un manuel scolaire des années 1800 ou années Far West, destiné aux enfants de pionniers. Le manuel s'intitule McGuffey's Eclectic Reader Primer Truth Fix. Compte tenu que j'étais infirmière et non enseignante, le linguiste qui me confia les livres me soumit à un briefing complet, un cours d'une journée entière consacré à la méthode à suivre dans l'utilisation des manuels destinés à l'apprentissage de l'alien. Il me confia la raison pour laquelle il avait choisi ces livres en particulier. La version originale de 1836 avait été utilisée pendant 3/4 de siècle pour apprendre à lire à près de 4 écoliers américains sur 5. Aucun autre livre n'avait exercé sur une période aussi étendue une influence comparable sur les enfants américains. Le cours élémentaire de McGuffey's débute, dans le premier volume, The Primer, par la présentation des lettres de l'alphabet à mémoriser en série. On apprenait ensuite aux enfants, de façon progressive, à utiliser les groupes syllabiques de la langue pour former et prononcer des mots, au moyen de la méthode phonétique qui invite à rapprocher les sons et les lettres. Chaque leçon commence par l'étude de mots qui sont utilisés dans la pratique de lecture et par des signes écrits indiquant la prononciation correcte pour chaque mot. Je me rendis compte que les histoires contenues dans le First and Second Reader dépeignaient des enfants dans leurs relations avec des membres de la famille, des enseignants, des amis et des animaux. Les Third, Fourth, Fifth and Sixth Readers sont conçus sur cette trame. L'une des histoires dont j'ai le souvenir était La veuve et le marchand. Il s'agit d'un conte moral dépeignant un marchand qui se rapproche d'une veuve dans le besoin. Plus tard, lorsque la veuve se révèle une personne honnête, le marchand lui fait un beau cadeau. Les livres ne vous enseignent pas nécessairement que seuls les gens fortunés sont capables de charité. Nous savons tous que la générosité est une vertu qui devrait être pratiquée par tout un chacun. Toutes ces histoires étaient très édifiantes et fournissaient des explications pertinentes pour illustrer des vertus telles que l'honnêteté, la charité, la sobriété, l'endurance au travail, le courage, le patriotisme, la piété envers Dieu, le respect des parents. Personnellement, je recommanderais ce livre à tout le monde. Je découvris également que le vocabulaire utilisé dans le livre était très avancé en comparaison du nombre de mots limités que les gens utilisent couramment de nos jours. Je pense que nous avons perdu une grande partie de notre langue depuis l'époque où les pères fondateurs rédigèrent la Déclaration d'indépendance, il y a plus de 200 ans. Conformément aux instructions que j'avais reçues, je m'assis à côté d'Earl dans la salle d'interrogatoire pour lui faire la lecture à voix haute à l'aide des volumes de la série McGuffey's Readers. Chacun des volumes comportait des illustrations simples et excellentes des histoires et des sujets enseignés, quoiqu'elles paraissent désuètes aujourd'hui. Au demeurant, Earl semblait comprendre et assimiler chaque lettre, son, syllabe et signification au fur et à mesure que nous progressions.
Nous poursuivîmes cette pratique avec une cadence de 14 heures par jour pendant 3 jours consécutifs, sans interruption, si ce n'est, de mon côté, pour quelques repas et périodes de repos. Erle ne s'accorda aucune pause à quelque titre que ce fût. Elle ne prit aucune période de sommeil. Tout simplement, elle demeurait assise sur la chaise surchargée, dans la salle d'interrogatoire, à réviser les leçons que nous avions parcourues. Lorsque je me présentais chaque matin pour reprendre la leçon là où nous nous étions interrompus, elle avait déjà mémorisé les leçons précédentes et était fermement engagée dans les pages suivantes. Ce processus ne fit que s'accélérer jusqu'au moment où il devint sans objet pour moi de continuer à lui faire la lecture. Bien qu'Erle n'eût pas de bouche pour parler, elle était maintenant capable de penser dans ma direction en anglais. À la fin de ses leçons, Erle pouvait lire et étudier par elle-même. Je lui montrai comment utiliser un dictionnaire pour rechercher les mots nouveaux qu'elle rencontrait. Après quoi, Erle consultait le dictionnaire en toute occasion. Dès lors, mon travail consistait à opérer tel un coursier à son service, demandant à ce que ouvrage destiné à l'étude soit livré sur un rythme continu. Par la suite, M. Newble apporta les volumes complets de l'Encyclopædia Britannia. Erle les apprécia tout particulièrement pour le grand nombre d'illustrations qu'ils comportaient. Après cela, elle demanda un nombre croissant de livres illustrés et de manuels contenant des photographies et des dessins. Il lui était beaucoup plus facile en effet de comprendre une signification si elle disposait d'une image de ce qu'elle était en train d'étudier. Tout au long de ces 6 jours suivants, des livres furent acheminés depuis les bibliothèques du pays tout entier. La raison en était, je suppose, qu'en quelques jours seulement, elle avait lu plusieurs centaines de ces livres. Elle étudiait tous les sujets que je pouvais concevoir, ainsi qu'un grand nombre d'autres matières très techniques sur lesquelles je n'ai jamais rien voulu savoir, telles que l'astronomie, la métallurgie, l'ingénierie, les mathématiques et autres manuels techniques. Plus tard, elle se mit à lire des livres de fiction, des romans, de la poésie et des classiques littéraires. Erle demanda également à lire un grand nombre d'ouvrages de sciences humaines, sur l'histoire en particulier. J'estime qu'elle a probablement lu au moins 50 livres portant sur l'histoire de l'humanité et sur l'archéologie. Évidemment, je m'assurai qu'elle reçut également un exemplaire de la Bible, qu'elle lut intégralement, sans formuler le moindre commentaire ni aucune question. Lorsque je demeurai auprès d'Erle entre 12 et 14 heures chaque jour, nous eûmes peu d'échanges au cours de la semaine qui suivit, à l'exception de questions occasionnelles. Les questions visaient généralement des indications contextuelles ou à clarifier un point sur ses lectures. Étrangement, Erle me confia que ses livres favoris étaient Alice au pays des merveilles, Don Quichotte de la Manche et Les Mille et une nuits. Elle déclara que, selon les auteurs de ces récits, il était plus important de posséder un esprit supérieur et de l'imagination, plutôt que de grandes compétences ou un grand pouvoir. Incapable moi-même de répondre à bon nombre de ces questions, je consultai les personnes réunies dans la salle d'observation. La plupart de ces questions se rapportaient à des aspects techniques et scientifiques. Quelques-unes concernaient les sciences humaines. La profondeur des questions, ainsi que leur subtilité, caractérisée par un niveau de compréhension sophistiqué, révélait un intellect très pénétrant. Je suppose, à titre personnel, qu'elle possédait probablement des connaissances largement supérieures sur la culture et l'histoire de la Terre à ce qu'elle avait laissé entrevoir au début de nos entretiens. J'allais bientôt découvrir à quel point elle en savait plus. Chapitre 6. Mon éducation commence.
Note personnelle de Mathilda O'Donnell McElroy. Le 15e jour, après qu'Earl eût été rescapée du site du crash, j'étais capable de communiquer librement et sans effort avec elle en anglais. Elle avait assimilé à ce moment-là une telle quantité de matériel écrit que ses connaissances scolaires dépassaient de loin les miennes. Même si j'avais décroché mon diplôme de fin d'études secondaires à Los Angeles en 1940, et bien que j'eusse fréquenté l'université au long de 4 années de formation prémédicale et d'infirmière, le champ de mes propres lectures était resté limité. Je n'avais étudié aucun, ou peu s'en faut, des sujets auxquels Earl était maintenant confronté, sans mentionner son intelligence aiguë, son endurance à des séances d'études intensives et sa mémoire quasi photographique. Elle était capable de citer de longs passages des livres qu'elle lisait. Elle affectionnait particulièrement certaines sections de ses récits de littérature classique favoris, tels que les aventures de Huckleberry Finn, des contes tirés des voyages de Gulliver, de Peter Pan, ainsi que la légende du cavalier sans tête. Désormais, Earl était devenu le professeur et j'étais à présent l'élève. J'allais apprendre incessamment ce qu'ignoraient les hommes sur cette terre et qu'ils n'ont aucun moyen de savoir. La poignée de scientifiques et de représentants qui nous surveillaient à travers la glace sans teint de la salle d'observation, qu'Earl et moi désignons à présent comme l'assistance, étaient toujours plus impatients de lui poser des questions. Toutefois, Earl persistait à refuser que les questions lui furent posées par toute autre personne que moi, alors même que je me bornais à servir d'intermédiaire comme interprète ou sous forme écrite. Dans l'après-midi du 16e jour, Earl et moi étions assises côte à côte, tandis qu'elle lisait. Elle referma la dernière page d'un livre qu'elle était en train de lire et le posa sur le côté. J'étais sur le point de lui remettre le livre suivant, tiré d'une imposante pile de livres en attente, quand elle se tourna et me dit ou pensa dans ma direction « À présent, je suis prête à parler ». Sur le moment, je fus quelque peu désarçonné par la remarque. Je lui fis un geste de la main pour lui signifier de poursuivre, et elle commença à me donner ma première leçon. Transcription officielle d'interrogatoire, 24 juillet 1947. « Que voudriez-vous dire, Earl ?» lui demandai-je. J'ai appartenu au corps expéditionnaire du domaine dans ce secteur de l'espace pendant plusieurs milliers d'années. Cependant, je n'ai pas eu personnellement de contact direct avec des êtres terrestres depuis l'an 5965 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas ma fonction primaire d'être en contact avec les habitants des planètes situées dans les limites du domaine. Je suis un officier, un pilote et un ingénieur avec de nombreuses tâches à accomplir. Toutefois, alors que je maîtrise 347 autres langues à l'intérieur du domaine, je n'ai pas jusqu'à présent été exposé à la langue anglaise. La dernière langue terrestre que j'ai pratiquée fut le sanskrit des hymnes védiques. À cette époque, j'étais membre d'une mission envoyée pour enquêter sur la perte d'une base du domaine située dans les montagnes de l'Himalaya. Un bataillon entier d'officiers, de pilotes, de personnel de communication et de personnel administratif disparut et la base fut détruite. Il y a plusieurs millions d'années, j'ai été formé et j'ai servi comme officier de renseignement, d'évacuation de données et de développement de programmes pour le compte du domaine. En vertu de mon expérience dans ces technologies, je fus envoyé sur Terre comme membre de l'équipe de recherche. L'une de mes missions consistait à interroger les populations humaines qui habitaient les zones avoisinantes à l'époque. Un grand nombre d'habitants de la région reportèrent avoir vu des vimanas ou vaisseaux spatiaux dans la zone. Du fait de la cohérence des indices,
des témoignages, des observations, aussi bien que de l'absence de preuves formelles, je conduisis mon équipe jusqu'à la découverte qu'il existait encore des vaisseaux Ancien Empire ainsi que des installations Ancien Empire habilement dissimulées dans ce système solaire totalement à notre insu. Vous et moi avons été dans l'incapacité de communiquer dans votre langue parce que je n'ai pas jusqu'ici été exposé personnellement à la langue anglaise. Toutefois, à présent que j'ai parcouru les livres et les matériels que vous m'avez fournis, ces données ont été relayées jusqu'à notre station spatiale dans cette région et traitées par notre officier de communication au moyen de nos ordinateurs. Ces données ont été traduites dans ma propre langue et relayées vers moi dans une version intelligible. J'ai également reçu des informations complémentaires à partir des dossiers se rapportant à la langue anglaise archivés dans nos ordinateurs et des archives du domaine concernant la civilisation terrestre. À présent, je suis prête à vous apporter certaines informations dont je pense qu'elles seront d'une grande valeur pour vous. Je vais vous dire la vérité, même si toute vérité est relative par rapport à toutes les autres vérités. Je souhaite partager avec vous, aussi honnêtement et exactement que possible, la vérité telle que je l'aperçois, dans les limites de mon intégrité vis-à-vis de ma personne et de ma race, et sans violer mes obligations vis-à-vis de l'organisation que je sers et que j'ai fait serment de défendre et de protéger. Ok, pensai-je. Allez-vous répondre aux questions de l'assistance à présent? Non, je ne répondrai pas à des questions. Je vais vous confier des informations dont je pense qu'elles seront profitables au bien-être des êtres spirituels immortels qui forment l'humanité et qui favoriseront la survie des myriades de formes de vie et de l'environnement sur Terre, une partie de ma mission étant d'assurer la préservation de la Terre. Personnellement, ma conviction est que la totalité des êtres physiques sont des êtres spirituels immortels, ce qui inclut les êtres humains. Dans un but de précision et de simplicité, j'utiliserai un mot composé ISBE, ISBE. En effet, la nature première d'un être immortel est qu'il vit dans un état d'être intemporel, IS, et que la seule raison de son existence est qu'il décide d'exister, BE. Quel que soit son degré d'infériorité au sein d'une société, tout ISBE mérite le respect et le traitement que j'aimerais moi-même recevoir d'autrui. Toute personne sur Terre continue à être un ISBE, qu'elle en soit consciente ou non. Note personnelle de Mathilda O'Donnell McElroy. Je n'oublierai jamais cette conversation. Son ton était très direct et placide. Toutefois, pour la première fois, je ressentis en Earl la présence d'une personnalité chaleureuse et réelle. Sa référence aux êtres spirituels immortels me frappa comme un éclat de lumière dans une pièce obscure. Auparavant, je n'avais jamais considéré qu'un être humain pût être immortel. Je supposais que ce degré de pouvoir était réservé exclusivement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Étant une catholique fervente, soumise à la parole du Seigneur Jésus et au Saint-Père, je n'ai jamais pensé qu'une femme pouvait être un être spirituel immortel, pas même Marie, la Sainte Mère du Seigneur. Toutefois, lorsqu'Earl émit cette pensée, je pris vivement conscience, pour la première fois, qu'elle-même est un être spirituel immortel et que nous le sommes tous. Elle dit « Passe au-dessus de ton corps ». Immédiatement, je réalisai que j'étais au-dessus de mon corps, regardant depuis le plafond en direction du sommet de ma tête. Elle dit « Passe au-dessus de ton corps ». Immédiatement, je réalisai que j'étais au-dessus de mon corps, regardant depuis le plafond en direction du sommet de ma tête.
Elle dit « Passe au-dessus de ton corps ». Immédiatement, je réalisais que j'étais au-dessus de mon corps, regardant depuis le plafond en direction du sommet de ma tête. Elle dit « Passe au-dessus de ton corps ». Immédiatement, je réalisais que j'étais au-dessus de mon corps, regardant depuis le plafond en direction du sommet de ma tête. Erle dit qu'elle ressentait que j'étais décontenancée à cette idée. Elle affirma qu'elle allait me démontrer que je suis moi aussi un être spirituel immortel. Elle dit « Passe au-dessus de ton corps ». Immédiatement, je réalisais que j'étais au-dessus de mon corps, regardant depuis le plafond en direction du sommet de ma tête. J'étais capable également de contempler la pièce autour de moi, y compris le corps d'Erle, assise sur le fauteuil à côté de mon propre corps. Au bout d'un moment, je pris conscience de la réalité, simple mais stupéfiante, que je ne suis pas un corps. À cet instant, un voile noir se souleva et pour la première fois dans mon existence et depuis un temps très reculé dans le passé, je réalisais que je ne suis pas mon esprit, mais que je suis, moi, un être spirituel. Ce fut une épiphanie inexplicable, mais elle me rendit d'une joie et d'un soulagement dont je ne me souviens pas avoir jamais fait l'expérience auparavant. Quant à la part immortelle, je ne comprends pas sa signification, étant donné qu'on m'a toujours appris que je ne suis pas immortel, que je suis peut-être un esprit, mais certainement pas immortel. Au bout d'un moment, je ne peux dire combien de temps précisément, Erle me demanda si j'étais parvenue à une meilleure compréhension de l'idée. Soudain, j'étais à nouveau dans mon corps, et je dis d'une voix forte « Oui, je vois ce que tu veux dire ». J'étais à ce point stupéfaite par l'expérience que je dus me lever de ma chaise et marcher autour de la pièce pendant quelques minutes. Je prétextai que j'avais besoin de boire un verre d'eau et d'aller dans la salle de pause, ce que je fis. Dans la salle de pause, je me regardais moi-même dans le miroir. J'allai aux toilettes, je refis mon maquillage et étirai mon uniforme. Au bout de 10 ou 14 minutes, je me sentis à nouveau plus normal et je revins dans la salle d'interrogatoire. Par la suite, je ressentais que je n'étais plus seulement un interprète pour Erle. J'avais la sensation d'être un esprit de même famille. J'avais l'impression d'être en sécurité chez moi en compagnie d'un ami intime ou d'un membre de ma famille, aussi proche que l'ami le plus proche que j'ai jamais connu. Erle ressentait et comprenait mon embarras à propos du concept d'immortalité personnelle. Elle débuta sa première leçon avec moi en m'expliquant ce qui suit. Transcription officielle d'interrogatoire, 24 juillet 1947. Suite. Erle me fit part des raisons pour lesquelles elle était venue sur Terre et pour lesquelles elle se trouvait dans la zone du 509e escadrillon de bombardiers. Elle avait été envoyée par ses officiers supérieurs pour enquêter sur les explosions d'armes nucléaires qui avaient été testées au Nouveau-Mexique. Ses supérieurs lui ordonnèrent de recueillir dans l'atmosphère des données qui pourraient être utilisées pour déterminer le niveau de radiation et les dommages potentiels que cette radiation pourrait causer à l'environnement. Au cours de sa mission, le vaisseau fut frappé par la foudre. Erle perdit le contrôle du vaisseau, lequel s'écrasa. Le vaisseau est piloté par des ISBE qui utilisent des corps artificiels, dolls bodies, à la façon d'un acteur revêtu d'un masque et d'un costume. Ce corps artificiel est une sorte d'outil mécanique au moyen duquel il est possible d'opérer dans le monde physique. Erle, de même que tous les autres ISBE de la classe des officiers supérieurs, habitent ces corps artificiels quand ils sont en mission dans l'espace. Quand ils ne sont pas de service, ils quittent le corps et opèrent, pensent, communiquent,
voyagent et existent sans l'utilisation d'un corps. Les corps sont constitués de matériaux synthétiques qui incluent un système nerveux électrique de haute sensibilité auquel chaque ISBE s'ajuste lui-même ou se règle sur une fréquence électrique qui coïncide exclusivement avec la longueur d'onde ou la fréquence vibratoire spécifique émise par chaque ISBE. Chaque ISBE est capable de créer une fréquence électrique qui l'identifie à la façon d'une fréquence radio. Cela sert en partie comme mode d'identification de façon analogue avec l'empreinte digitale. Le corps artificiel agit comme un récepteur radio pour l'ISBE. Il n'existe pas deux fréquences ni deux corps artificiels parfaitement identiques. Le corps de chacun des ISBE formant l'équipage sont de même réglés et connectés dans le système nerveux intégré dans le vaisseau spatial. Le vaisseau spatial est constitué de façon très proche à celle dont est conçu un corps artificiel. Le vaisseau est ajusté spécifiquement à la fréquence de chaque ISBE membre de l'équipage. De ce fait, le vaisseau peut être piloté par les pensées ou par l'énergie émise par l'ISBE. Il s'agit en somme d'un système de contrôle très simple et direct. Ainsi, on ne trouve pas d'équipement sophistiqué de contrôle ou de navigation à bord du vaisseau. Celui-ci fonctionne comme une extension de l'ISBE. En frappant le vaisseau, la foudre provoqua un court-circuit qui déconnecta momentanément le contrôle du vaisseau et entraîna le crash. Earle était et est toujours un officier, pilote et ingénieur au sein d'une force expéditionnaire appartenant à une civilisation galactique désignée le Domaine. Cette civilisation contrôle un grand nombre de galaxies, étoiles, planètes, satellites et astéroïdes à travers un secteur de l'espace qui représente globalement un quart de la totalité de l'univers physique. La mission constante de son organisation est de sécuriser, contrôler et étendre le territoire et les ressources du domaine. Earle souligna que leurs propres activités étaient fort analogues, à plus d'un titre, à celles des explorateurs européens qui ont découvert et revendiqué le Nouveau Monde au nom du Saint-Père, le Pape et les rois d'Espagne, du Portugal, ultérieurement au nom de l'Hollande, l'Angleterre, la France, etc. L'Europe a tiré profit des propriétés acquises aux dépens des habitants indigènes. Toutefois, ces populations indigènes n'ont jamais été consultées, pas plus qu'on ne leur a demandé leur permission pour être intégrées au domaine des nations européennes et soumises aux soldats et prêtres que ces nations envoyèrent pour s'emparer de leurs terres et de leurs ressources et faire prospérer leurs propres intérêts. Earle déclara qu'elle avait lu dans un livre d'histoire que le roi d'Espagne se repentait du traitement brutal que ses soldats infligeaient aux indigènes. Il redoutait le châtiment de son Dieu, à l'égal ce qui est décrit dans les récits bibliques. Il demanda au pape de préparer une bulle désignée sous le nom de la Condition et dont lecture devait être faite à tous les indigènes dès le premier contact. Le roi espérait ainsi que cette déclaration, qu'elle fût ou non acceptée par les indigènes, l'absoudrait de toute responsabilité dans le massacre et l'asservissement de ces populations qui allaient s'ensuivre. Il faisait valoir cette déclaration comme justification pour confisquer leurs terres et possessions par ses soldats et les prêtres envoyés par le pape. Il semble que le pape n'approuvait lui-même aucun sentiment de culpabilité ou de responsabilité dans cette aventure. Earle considérait de telles actions comme le fait d'un lâche et qu'il n'est pas surprenant que les possessions de l'Espagne aient été réduites si rapidement. Peu d'années après seulement, le roi était mort et son empire avait été annexé par d'autres nations.
Earle déclara que ce type de conduite ne pouvait se produire au sein du domaine. Ses dirigeants assument une pleine responsabilité pour les entreprises du domaine et répugneraient à se désavouer de la sorte. Par ailleurs, ils ne connaissent aucune crainte vis-à-vis des dieux et ne sont jamais pris de remords pour leurs actions. Cette idée renforce mon opinion ci-dessus, selon laquelle Earle et son peuple sont probablement athées. Quant à l'annexion de la terre par le domaine, les dirigeants du domaine ont choisi de ne pas révéler ouvertement leur intention aux indigènes de la terre, jusqu'à une période ultérieure à laquelle il pourra ou non servir leur intérêt de se présenter ouvertement. À l'époque présente, il n'est pas nécessaire d'un point de vue stratégique de faire connaître à l'humanité la présence du corps expéditionnaire du domaine. En effet, jusqu'à nos jours, cette présence a été occultée le plus radicalement pour des raisons qui seront divulguées ultérieurement. La ceinture d'astéroïdes située dans le voisinage immédiat de la Terre est de taille très réduite, mais constitue une zone cruciale pour le domaine dans ce secteur de l'espace. Concrètement, plusieurs objets de ce système solaire présentent une grande valeur comme station spatiale de faible gravité. Les forces du domaine s'intéressent prioritairement aux satellites de faible gravité dans le système solaire. En l'occurrence, sont concernés principalement la face cachée de la Lune et la ceinture d'astéroïdes, débris d'une planète qui fut détruite il y a plusieurs milliards d'années, ainsi que, à moindre degré, Mars et Vénus. Il est aisé d'édifier des structures à coupoles, synthétisées à partir de gypse, ou des bases souterraines dissimulées par les écrans électromagnétiques, et ces structures sont affectées à l'accueil des forces du domaine. Chaque fois qu'un secteur de l'espace a été acquis par le domaine et est intégré au territoire sous son contrôle, ce secteur est traité comme la propriété du domaine. La station spatiale située à proximité de la Terre est importante pour la seule raison qu'elle se trouve le long de l'itinéraire d'expansion du domaine en direction du centre de la galaxie de la Voie lactée et par-delà. Il va de soi que l'ensemble des territoires du domaine ont connaissance de cela, à l'exception de la population de la Terre.